Bonjour à tous. Eh bien, voilà, je vais commencer par vous lire quelque chose qui va vous surprendre puisque nous sommes aujourd'hui 12 septembre 2017, tôt en cette matinée du 12 septembre 1928. Pour la curiosité, la lune est en phase descendante et on se dirige vers le dernier quartier qui aura lieu le 14. C'est le vent qui inquiète. Dès 6h à Marie-Galante, 8h à Pointe-à-Pitre, puis 9h30 à Basse-Terre, les premières rafales se lèvent, mais guère plus que d'habitude. Un temps maussade, une de saison, comme le qualifieraient aujourd'hui nos météorologistes modernes. 2 points encore. 9h30 à Pointe-à-Pitre, la description rédigée par le révérend Père Quentin permet de situer précisément le début des vents, 65 km et plus. Une rafale plus violente se précipita. Toutes les branches, sauf les plus grosses, furent projetées du même côté avec un fracas qui donna le frisson. C'était le début du cyclone 1928, 12 septembre comme aujourd'hui, et c'était le cyclone le plus terrible depuis. Il y a eu Irma qui avait ravagé la Guadeloupe, laissant 1500 personnes mortes. Cet ouvrage, je vous le conseille, Éclat de temps. Il est disponible, c'est véritablement la Bible de tout Guadeloupéen, tout Caribéen sur la problématique des cyclones et du temps. Je ne peux que vous le conseiller. On va aller. Bonjour Mendy, désolé d'avoir fait une entrée de matière un petit peu bizarroïde, mais je pense que ça valait le coup puisque 12 septembre, et en plus, le président des Français arrive aujourd'hui le 12 septembre pour parler de cyclone. Le hasard fait bien les choses. Justement, effectivement. Merci Danick. Bonjour à tous et bonjour à vous qui nous écoutez et regardez pour un nouveau numéro du ZCL. Nous voyons donc quels sont les titres donc de ce 12 septembre. Et vous l'avez dit, Danick, le président donc est arrivé ce matin à 5h45. Il a tenu une réunion avec les autorités et la presse également vers 8h30 toujours ce matin. Et à l'heure où nous parlons, l'avion du chef s'est donc posé à Saint-Martin après une reconnaissance aérienne. Et le comité régional des pêches de Guadeloupe, ses élus et la communauté des pêcheurs professionnels ont eux aussi organisé une collecte qui a eu lieu, elle, à Pointe-à-Pitre, donc en faveur des sinistrés. Et enfin, une mobilisation à la maison de Saint-Martin à Paris pour une vaste collecte toujours pour les sinistrés. Une collecte qui a lieu au 54 rue de Varennes, Paris, dans le 7e arrondissement. Voilà donc pour les titres. Alors, juste pour vous dire que nous attendons tout à l'heure Justine Benet, députée de la Guadeloupe, qui était ce matin avec les autres députés, avec Max Mathiazin aussi, sur le tarmac de l'aéroport, qui ont reçu le président des Français, M. Macron. On parlera avec Justine de ce qui s'est dit, de ce que dira le président et ce qu'il a promis. Ensuite, nous irons faire un tour à Saint-Martin, où 2 de nos correspondants se trouvent là en ce moment. Jean-Claude Rode, du Progrès Social et de l'UJMG, mais aussi Jean Dorsin de RHT avec qui nous sommes en direct, bien sûr. Ils sont en direct de Saint-Martin, donc on fera un petit tour là-bas, savoir un peu ce qui se passe en direct de Saint-Martin. Et puis nous devons recevoir, comme chaque mardi désormais, la chronique Amazon Caraïbes. C'est Francette Rosamond qui viendra nous rejoindre dans un instant. Pour l'heure, on démarre le journal et puis nous allons revenir, bien sûr, sur ces événements de 1928, probablement un petit peu plus tard. Je vous l'ai dit en titre, le président Emmanuel Macron est donc arrivé à 5h45 donc à l'aéroport Paul Caraïbes. Il a tenu donc une réunion avec les autorités. La presse était conviée, nous y étions, et à l'heure qu'il est, il est donc à Saint-Martin. Son avion s'est donc posé après une reconnaissance aérienne. Il devrait donc rencontrer les sinistrés avant de se rendre à Saint-Barthélemy. Mais un retour de cette réunion qui a eu lieu donc à Paul Caraïbes, des images signées Michel Héraclide. Toute la France et toute la nation qui est aux côtés de celles et ceux qui ont tout perdu, ont parfois perdu leurs proches, aux côtés des victimes, bien sûr, et de leurs familles, et aux côtés de celles et ceux qui sont aujourd'hui dans le dénuement, dans l'angoisse, dans une grande fatigue. Ce qui s'est passé il y a maintenant quelques jours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est une catastrophe naturelle dont nous nous retrouvons les précédents qu'en 1931 dans la région. C'est-à-dire quelque chose d'inédit, profondément, qu'on ne peut comparer avec aucun autre événement météorologique connu dans les dernières décennies. Face à cela, le gouvernement, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour la cellule de crise, avec l'ensemble de ses services, le Premier ministre, coordonnant l'action de l'ensemble des ministres du gouvernement, a répondu
dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise. Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où je vous parle, il y a 1900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île. Et ce sont chaque jour plusieurs moyens conséquents sur le plan justement des bateaux comme des avions et des hélicoptères qui font la liaison avec la Guadeloupe ou avec la métropole pour apporter ces nouvelles forces de projection, les moyens pour survivre et les éléments d'urgence. Je lui ai dit quand même le dysfonctionnement qui existait et je crois que le journaliste lui a posé la question et que par la suite on a dû quand même avec le préfet, la ministre de l'Outre-mer, s'organiser avec le département pour qu'on puisse travailler ensemble. Et qu'à l'avenir, il faudrait que la région, le département et tous les élus concernés puissent être associés à quel que soit ce qui se passe dans le territoire français au niveau de l'Outre-mer. Et par la suite, effectivement, il a promis de bousculer les procédures s'il le fallait pour aller vite. Sa volonté, c'est reconstruire rapidement Saint-Martin, qui est une île très touristique, accompagnée Daniel Gibbs, mais reconstruire rapidement Saint-Martin et mettre les moyens en matière de sécurité, transport, sécurité et aussi transport d'eau, d'aliments. Il est venu avec des assureurs. Il y avait le directeur général d'EDF, d'Orange, tout ça, qui ont promis que d'ici 2 semaines, la quasi-totalité des réseaux seront réparés. Et donc, cette volonté, c'est ce qui est important pour nous, c'est que Saint-Martin se relève avec le concours de tout un chacun. On part du côté des collectes, notamment celle de BMAO. C'est donc la ville en partenariat avec les associations Coreka, Mao 122 et GADBM, ainsi que Tropique Danzar, qui ont donc initié une action de solidarité en faveur toujours de la population des îles du Nord. Un point de collecte s'est trouvé donc à l'atelier situé à l'entrée du centre-ville. On regarde ces images. Cette collecte a été mise en place par le cabinet du maire en collaboration avec Coreka et puis des associations de la ville. Et donc ça a commencé dès samedi. Samedi, on a tout mis en place pour qu'on puisse collecter dès dimanche matin, hier, durant toute la journée. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai que comme ça s'est mis en place depuis samedi soir, donc on attend les gens jusqu'à jeudi. C'est ciblé sur les repas bébés, sur les produits d'entretien, sur les produits d'hygiène enfants adultes et sur les conserves et puis les légumes secs. Parallèle à cette opération aussi, on a aussi avec les écoles installé des points de collecte dans chaque établissement de la ville. Donc ce sont des points de collecte que ce sera juste pour les repas bébés, les produits d'hygiène enfants et aussi des conserves. Vous venez tous ici jusqu'à jeudi midi à l'atelier, c'est juste avant la poste à l'atelier et aussi dans les écoles. Les écoles par contre c'est réservé aux parents, les parents des élèves qui viendront avec leurs dons pour pouvoir déposer dans des boîtes prévues à cet effet. Donc il n'y a pas de problème. Les écoles sont prêtes et nous aussi nous sommes prêts. Donc il n'y a pas de problème, vous venez à l'atelier, il y a de la place pour se garer, il y a de la place pour pouvoir aussi mettre en boîte. Il y a du monde aussi, des bénévoles, des associations, il y a plusieurs associations de la ville. On ne peut pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps, mais nous sommes prêts. Le comité régional des pêches de la Guadeloupe, ses élus ainsi que sa communauté des pêcheurs professionnels ont eux aussi décidé d'organiser une collecte qui a eu lieu, elle, à Pointe-à-Pitre. Des dons qui sont partis d'ailleurs aujourd'hui sur un convoi de navires de pêche. On regarde ces images. Voilà. Voilà ce que j'ai apporté. Je suis très touchée par tout ce qui est arrivé à nos frères et sœurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Donc, je ne peux pas faire grand-chose, mais au moins j'ai apporté un don.
Les événements, on en a déjà discuté entre nous, élus, associations de pêche, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos camarades des îles du Nord. C'est tout à fait naturel et normal. Ensuite, voyant que ça prend également un petit peu de temps pour que ça se mette en place, on a décidé de s'activer beaucoup plus vite de façon à leur porter soutien. Donc il y a du matériel de pêche, il y a des denrées, il y a un peu de tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent reprendre leur activité. TDPêche l'a crié nous, il dit nous venons nous bailler, on parle, mais ça fait sur plusieurs échelons, tu vois, parce que nous sommes 25 brigades 2, ni ça fait samedi, ni ça fait dimanche, et nous venons aujourd'hui là, et nous sommes partis tout à l'heure parce que d'autres qui prennent place. Nous missionner depuis qu'on a été passé, nous missionner à faire des, qui j'en ai dit ça, des machins, des interventions pour le comité là. Alors, nous pas encore jamais fait comme intervention depuis nous dans la Brigade Bleue. Et là, c'est une opportunité pour nous de faire comme là. Ils ont encore le temps d'amener leurs dons. Ils ont jusqu'à ce soir, voire demain matin, pour amener certains dons. Et ensuite, à partir de demain, on va commencer à charger les navires de pêche pour ensuite partir sur les îles du Nord. Et on revient du côté de la Casa Bemao qui depuis donc la catastrophe qui a touché donc les îles du Nord a donc initié une grande collecte. Vous pouvez donc toute la journée venir ramener vos dons. On poursuit donc pour savoir où ils en sont. On regarde les images. Nous ne sommes pas une association, comme j'ai tendance à dire, on est juste quelques Saint-Martinoises qui se sont rassemblées pour collecter pour notre quartier, parce que c'est celui qui a été le plus touché sur Saint-Martin, c'est-à-dire le quartier de Sandy Ground. Donc nous avons opté pour une autre méthode, c'est-à-dire identifier, les boîtes sont nominatives, identifier chaque boîte, essayer de ratisser le plus large. Donc j'ai fait un appel sur Facebook afin que toutes les personnes de Saint-Martin puissent ramener des colis au nom de leurs parents pour être sûr que ce soit acheminé réellement à cette personne. Donc on a eu beaucoup d'eau, beaucoup de packs d'eau, il en manque encore évidemment et donc là aujourd'hui il nous manque beaucoup de piles, de lampes torches, de draps, de produits pour bébés, quelques peut-être, on n'a pas le droit normalement de transporter des médicaments, mais en tout cas sérum filles, tout ce qu'on peut mettre pour les bébés. Et ensuite, concrètement, alors en termes de vêtements, on en a déjà récupéré pas mal et on a quand même pas mal de personnes qui nous ont ramené des vêtements. Je suis un peu déçue, mais vraiment des vêtements inutilisables qu'on peut faire que jeter à la poubelle. On en a jeté tellement, donc de grâce, ramener que des vêtements propres, parce que ces gens-là n'ont pas de fer à repasser, des vêtements propres et des vêtements qu'ils peuvent encore utiliser, s'il vous plaît. Donc on est au rond-point Hibiscus, Vieux-Bourg Abîme. Donc on est là tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc vous pouvez venir de 8h30 jusqu'à 18h, voire 19h, il n'y a pas de souci. Donc on peut nous joindre au 0590 47 10 10. Donc 0590 47 10 10 ou sur le portable 06 90 20 29 28. Donc 20 29 28 sur le portable. Donc voilà. Donc voilà, juste des Saint-Martinoises, on essaie de faire au mieux pour aider notre population. Vous écoutez le ZCL en direct donc de RHT Guadeloupe 89.8 et en direct du ZCL.tv. C'est l'heure de marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout à l'heure avec notre invitée, la députée Madame Bédin. Nous sommes donc le 12 septembre et le disait donc Danick, c'est donc le jour d'anniversaire du cyclone tropical donc de 1928 et justement en ce 12 septembre c'est également l'arrivée donc du président Emmanuel Macron qui est donc au goût de l'actualité. Je propose de faire donc un point sur les titres donc de cette journée. Et donc nous l'avons vu, donc le président de l'État est arrivé ce mardi à 5h45. Il a donc tenu une réunion avec les autorités ce matin. À l'heure où nous parlons, l'avion du chef s'est donc posé à Saint-Martin après une reconnaissance aérienne. Il est prévu qu'il se rende par la suite à Saint-Barthélemy.
Et le comité régional des pêches de Guadeloupe ainsi que ses élus et la communauté donc des pêcheurs professionnels ont eux aussi organisé une collecte qui a donc eu lieu à Pointe-à-Pitre. Et enfin une mobilisation donc de la maison de Saint-Martin à Paris pour une vaste collecte pour les sinistrés de l'ouragan Irma au 54 rue de Varennes à Paris dans le 7e arrondissement. Et puis juste avant donc la coupure publicitaire, vous avez donc vu les images, c'est donc la collecte qui a eu lieu au Rézé, organisée donc par le CORECA. Je propose de voir maintenant les images de la collecte du côté de la Casa à Bémao. Lions Club est aujourd'hui ravi de pouvoir aider nos amis de Saint-Martin et de Saint-Barth. On est de tout cœur avec eux vraiment. Tous les Lions Club sont là. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie et plein de bisous. Oui, ça se passe bien. La solidarité est en action et nous espérons pouvoir acheminer toutes ces denrées pour aider nos amis et nos frères de Saint-Martin. De toute façon, ça va être une action de longue haleine parce que je pense qu'il faudra continuer. Là, c'est l'aide d'urgence, mais après, on aura d'autres actions à mener, notamment vis-à-vis des écoles, je pense au moment où la rentrée se fera, où il faudra aider les gens qui vont reprendre la classe. Depuis 7 h du matin, on est au taquet. Là, je viens de finir de compter tout ce qu'on a acheminé depuis 7 h. On est à 52 palettes déposées. Aujourd'hui, la priorité était de faire remonter tout ce qui est denrées alimentaires et eau pour les îles saint-martinoises. Nous, professionnels de santé, on est en contact permanent avec l'hôpital. Et donc, du coup, c'est aussi de faire remonter le maximum de dispositifs médicaux. Et puis donc une nouvelle collecte, celle-ci je vous disais en titre à la maison de Saint-Martin, puisque les ultramarins veulent également apporter leur pierre à l'édifice. Eh bien il y a un lieu pour ça, c'est donc le 54 rue de Varennes à Paris dans le 7e arrondissement, où donc là vous pouvez ramener tous les dons qui vont être acheminés juste donc aux habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On regarde ces images signées Maurice Essi, notre correspondant à Paris. Alors oui, on s'est mobilisé tout de suite nous, à la maison de Saint-Martin au lendemain du passage du cyclone Irma sur Saint-Martin pour pouvoir centraliser un petit peu les différentes collectes et puis les initiatives qui se font en région parisienne essentiellement pour venir en aide aux sinistrés de Saint-Martin. Donc on a, comme vous pouvez le voir, on centralise ici à notre bureau de représentation de la rue Varennes à Paris les dons en nature, vêtements, denrées non périssables, produits pour bébés, produits d'hygiène. Et puis on a également lancé une page Facebook parce qu'on s'est rendu compte que les réseaux sociaux c'est ce qui fonctionnait le mieux pour le moment en termes de communication. Donc voilà, on a une page Facebook Maison de Saint-Martin-SOS Irma qui nous permet de recenser toutes les infos pratiques et puis de donner nos adresses, le lien de la cagnotte qu'on a mis en ligne aussi pour les dons en argent, etc. etc. Tous les citoyens qui se sentent concernés par la situation de Saint-Martin. Donc ça va de la communauté saint-martinoise ici à Paris et en France, aux réseaux étudiants, aux réseaux associatifs, aux citoyens lambda, tous ceux qui se sentent concernés par la situation aujourd'hui catastrophique de 35 000 Français d'outre-mer. Alors les gens respectent vraiment ce qu'on leur a dit. On a publié encore une fois sur notre page Facebook la liste de nos besoins prioritaires. Et donc les gens viennent avec les bras chargés de lait pour bébé, de couches, de vêtements pour enfants, voilà, et puis de produits d'hygiène, de petits matériels de bricolage, etc. Alors on a un partenariat avec un transporteur, une société qui a l'habitude de travailler pour nous sur Noisy-le-Grand et qui donc se propose de tout acheminer vers les aéroports. Et là on a des partenariats qui se mettent en place avec Air France et Air Caraïbes pour acheminer toutes ces denrées et tous ces vêtements sur Pointe-à-Pitre où ils vont être pris en charge pour être acheminés à Saint-Martin par liaison maritime. On a besoin de bras parce que comme vous pouvez le voir, il y a des dons qui arrivent toute la journée. On est ouvert toute la semaine, samedi, dimanche inclus. Les gens se mobilisent de plus en plus parce qu'en plus on fait des télés, on fait des radios, donc ça commence à prendre et puis tout simplement les gens s'organisent, même en région. Donc on va avoir besoin de bras effectivement toute la semaine, sans doute la semaine prochaine, la semaine suivante. Et puis on a besoin de tout parce que les besoins sont criants et que si un bilan n'a pas encore été établi à Saint-Martin, on se doute qu'avec 95% de l'île ravagée, les habitants vont avoir besoin de tout. Vous
Vous êtes toujours bien sûr dans le ZCL en direct de RHC. Je vous le disais tout à l'heure et Mendy l'a rappelé, nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, mais pas 1928, 2017, soit pratiquement près de siècle déjà après ce cyclone 28. Et donc c'était le jour de l'arrivée aujourd'hui du président de la France, M. Macron. Et je vous disais que dans cet ouvrage rédigé par Jean-Claude Huck et Max Etna avec des collaborateurs de tous les gens qui, comme Anténor Abazac et d'autres, ont porté leur contribution à cet ouvrage. Mais c'est un ouvrage, je pense, indispensable et peut-être qu'il faudrait que les Guadeloupéens, les journalistes, mais aussi les historiens, les enseignants aient cet ouvrage chez eux. Il ne coûte pas spécialement cher, vu sa grosseur et son poids est capable de au moins plus de 2 kilos. Mais c'est un livre essentiel pour comprendre un peu la vie dans nos régions, la vie cyclonique, mais pas que, puisqu'on parle aussi de tous les événements climatiques extérieurs de la Guadeloupe. Et c'est dans cet ouvrage que j'ai puisé, donc, aux pages 140, à partir de page 140, l'histoire du cyclone de 1928. Et je vais vous lire encore juste un petit extrait de cet ouvrage. Un abominable tribut humain et économique. Près de 1500 personnes n'auront pas mérité ce destin de survivants, donc 1500 morts, un chiffre qui n'a jamais été précisé. L'ouragan aura glané ses victimes surtout dans le nord Basse-Terre et la région de Pointe-à-Pitre-Abim-Gosier sur la Grande Terre. Alors, on précise aussi dans cet ouvrage que les îlets de Pointe-à-Pitre auront payé un lourd tribut avec quelques 1500 morts pour l'ensemble de l'île, 15 000 blessés et plus de 100 000 sans-abri. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la population de la Guadeloupe était d'environ 155 000 personnes, donc 65% de sinistrés. Alors, autre chose qui est plus grave, et ça peut renvoyer à ce qui se passe en ce moment même à Saint-Martin, c'est la situation sanitaire, la non-potabilité de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas consommer l'eau en 1928 après ce cyclone, le temps pluvieux qui ont caractérisé l'après-cyclone, l'isolement de l'île qui a duré près de 5 jours, le peu d'organisation des secours, c'était en 1928, mais tout ça, on a l'impression que c'est ces jours-là, le peu d'organisation des secours et les difficultés de circulation ont ajouté près de 500 décès aux 1500 personnes qui ont perdu la vie directement par le fait du cyclone. En fait, ce qui s'est passé en 1928, on ne va pas dire que ça s'est répété avec Iouma à Saint-Martin, mais on a quand même l'impression que beaucoup de choses n'ont pas véritablement changé, puisque ce matin, avec la visite du président français Macron, on est encore revenu sur toutes les incohérences qui se manifestent au jour le jour encore à Saint-Martin, puisque vous savez que beaucoup d'enfants n'ont pas à boire, beaucoup de personnes n'ont pas encore trouvé lieu pour s'abriter, même pour dormir, puisqu'il y a des gens qui sont à la belle étoile. Heureusement que le second cyclone José n'a pas été meurtrier comme le précédent. Et donc, tout ça pour vous dire que le spectacle qui est donné aujourd'hui dans les îles du Nord, particulièrement à Saint-Martin, puisque Saint-Barthélemy, vous le savez, a pratiquement déjà résolu l'ensemble de ces problèmes. Alors Macron, le magicien, a promis que d'ici quelques jours, il y aura une rentrée scolaire, puisqu'il y aura des tentes, des écoles sous les tentes. On va mobiliser les enseignants. L'EDF aussi s'active. Orange a promis que le téléphone sera rétabli au moins à 100% dans les semaines qui viennent. Donc tout devrait aller. Alors l'autre problématique qui s'est posée et qui se pose, puisqu'on a dû poser la question au ministre, c'est le problème de la reconstruction. Alors bien évidemment, il y aura reconstruction au profit de qui? Est-ce que les entreprises guadeloupéennes pourront soumissionner, puisque vous savez qu'en général, quand il y a des marchés importants, des entreprises non guadeloupéennes françaises soumissionnent, elles ont davantage de moyens et aussi il y a du lobbying, et le président Macron a simplement répondu qu'on prendra les meilleurs. Alors les meilleurs seront-ils Saint-Martinois, seront-ils guadeloupéens, seront-ils de notre région? C'est la question qui va se poser dans les jours qui viennent, puisque, comme je vous l'ai dit, rien n'est encore réglé. Alors, nous avons aussi là-bas deux correspondants, Jean Dorsin et
notre ami Jean-Claude Rode. On essaie de les joindre, mais comme vous le savez, la situation téléphonique, les relations téléphoniques ne sont pas encore établies. Donc probablement, il est très difficile en ce moment de pouvoir joindre Jean-Claude Rode et aussi Jean Dorsin. Est-ce que nous les aurons demain? En tout cas, on peut l'espérer. Dernière chose, c'est ce qui concerne les collectes. Alors, j'ai été saisi d'une information disant que près de 5 palettes d'eau se trouvent encore à Galisbé. Galisbé, c'est près du port de Marigot à Saint-Martin. Et jusqu'ici, eh bien, personne n'a pu se bouger pour récupérer ces palettes d'eau, alors que des gens manquent d'eau curieusement et même cruellement. Des Saint-Martinois manquent cruellement d'eau. Et au moment où je vous parle, ces palettes d'eau sont encore au soleil. Alors le président français a dit qu'ils sont venus avec des tonnes et des tonnes de marchandises. Ils ont promis une reconstruction très rapide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans un premier temps, le président français l'a signalé, l'architecte de France est bien sûr sur place pour évaluer un petit peu les dégâts. Hier, nous recevions ici même un architecte guadeloupéen, Michel Cormin, pour ne pas le citer, qui nous expliquait que l'Ordre des architectes de la Guadeloupe avait décidé de faire donc une démarche, une première démarche, et de venir diagnostiquer ce qui s'était passé, parce que, inutile de vous dire que Saint-Martin, il y a un fort élan de reconstruction au cours des 10 dernières années, et la plupart des immeubles, des bâtiments qu'on croyait solides et neufs sont aujourd'hui à terre, et donc il va falloir se poser les bonnes questions, savoir est-ce que ce qui a été construit à Saint-Martin au cours des 10 dernières années était conforme aux normes. On le dit oui, puisque les normes cycloniques ont été renforcées depuis le cyclone Hugo, tout le monde le sait. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la situation là-bas est particulièrement difficile. Alors nous allons prendre une dernière pause publicitaire et nous allons nous retrouver, nous espérons tout à l'heure, avec Justine Bénin, députée de la Guadeloupe, qui est un petit peu en retard. C'est dû au problème de circulation. Alors ça aussi, c'est un autre problème récurrent de la Guadeloupe, le problème de la circulation aux heures de pointe, à Jarry et même à Pointe-à-Pitre, à la sortie des Abîmes. Il est extrêmement difficile de se déplacer à ces heures-là. Madame Bénin est en chemin, devrait nous rejoindre tout à l'heure, et avec elle, nous aurons un entretien. Alors, restez avec nous en direct de RHT, en direct aussi du ZCL, et après cette deuxième pause de publicité, on devrait se retrouver pour pouvoir continuer et terminer ce ZCL. Voilà, les 13h14. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs qui n'ont pas noté le titre de cette Bible sur l'anthologie des événements climatiques de la Guadeloupe. Ça s'appelle Éclat de temps. Et c'est sous la direction de Jean-Claude Huck et de Max Etna. C'est un livre paru il y a quelque temps aux élections PLB et qui est vraiment, je vous dis, nécessaire. C'est la Bible des Cyclones qui explique tout. Et peut-être si les gens de la préfecture avaient lu ce livre, ils auraient fait mieux que ça, ils ont fait là. En tout cas, on va y revenir puisque je vous avais promis la venue de Justine Bénin, députée de la Guadeloupe. C'est sa première venue aux ZCL depuis qu'elle a été élue. Donc on la salue. Bonjour Madame Bénin. Bonjour à tous. Tout va bien? On parle avec vous. Et puis, on va recevoir aussi Francette Rosamond. Francette Rosamond, vous le savez, c'est notre chroniqueuse. Alors, ce sera plus le jeudi, ce sera le mardi désormais. C'est Interentreprise. On va parler avec elle, Amazon Caraïbes. On va parler tout à l'heure de reconstruction, puisque c'est le terme est à la mode aujourd'hui. Alors, Justine, première chose, vous êtes à la Saint-Martin. Qu'avez-vous vu? Ben hier, avec mon collègue Max Mathiazin, nous avons été à Saint-Martin. Parce que nous nous sommes dit, au-delà de la solidarité, dans la compassion, ou d'être solidaire dans le cadre de la coopération régionale Guadeloupe-Saint-Martin, dans le cadre des actions humanitaires que nous menons, eh bien, en qualité d'élus responsables de la République, eh bien, qu'il fallait agir et aller au cœur de Saint-Martin pour voir la réalité du terrain et rencontrer ces hommes et ces femmes. Et nous avons eu, eh bien, je puis dire, une chance inespérée arrivée à l'aéroport de Grand-Case. Nous avons rencontré un ami qui nous a amenés, eh bien, aussi bien à Concordia qu'à Sandigouane, dans les ruelles, où des fois personne n'y va, pour pouvoir rencontrer l'ensemble des populations les plus fragilisées par ce cyclone, ou pour parler de leurs conditions. Et je peux vous rassurer que la population de Saint-Martin est heureuse de voir eh bien, que la Guadeloupe, rapidement,
a été solidaire. Et la solidarité se joue quotidiennement. Cette population se dit, voilà, Irma est passé, après José, mais nous sommes là et nous voulons absolument reconstruire Saint-Martin et nous gardons cette détermination. Il fallait effectivement que nous puissions rencontrer le Daniel Gibbs, chose que nous avons fait, discuter avec lui au niveau du point opérationnel, avec Claire Javois, la députée de Saint-Martin, le COD logé dans les locaux de la SEM-SAMAR. Nous avons eu une belle réunion de travail. Nous avons ensuite été vers le SDIS qui achemine les vivres et les bouteilles d'eau à destination des populations sinistrées. Mais ce que nous avons constaté, c'est que sur le plan humain, une population fragilisée certes, mais qui souhaite vraiment reconstruire Saint-Martin. Humainement aussi, des hommes et des femmes, des militaires, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des gens de la santé, du CMUPP, du SMUR, du SAMU. Nous avons rencontré le pédiatre de Saint-Martin. Des personnes qui sont certes déterminées, mais qui, sur le plan humain et psychologique, ont vécu un drame et qui au quotidien doivent accompagner et donner de l'énergie à la population fragilisée. Ce que nous avons aussi constaté, c'est qu'il y a une difficulté en matière de coordination des aides pour acheminer les vivres. C'est dû à quoi cette absence de coordination? L'absence de coordination, je pense, principalement est due au fait que, je pense qu'on n'a pas du tout pris appui sur l'expertise des hommes et des femmes qui ont déjà vécu des ouragans et des cyclones au niveau de l'archipel de la Guadeloupe et des îles environnantes. Et peut-être qu'il n'y a pas eu assez de lien entre le comité opérationnel et le comité opérationnel de Saint-Martin, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les militaires doivent être partenaires avec les gendarmes, qui eux-mêmes doivent être partenaires avec le SDIS et avec le comité opérationnel. Cependant, après avoir dit cela au président de la République, qu'il y ait une meilleure organisation des aides, meilleur acheminement des aides pour que, effectivement, les barges partant de la Guadeloupe arrivant sur Saint-Martin puissent avoir les autorisations nécessaires pour acheminer au plus près des habitants, dans les ruelles, vers les populations fragilisées, sinistrées. De toute façon, tout Saint-Martin est fragilisé. Le sentiment qui prédomine, et j'ai eu sur cela beaucoup de témoignages, c'est que par exemple l'eau arrive, mais personne pour distribuer, ou alors il y a des complications administratives incroyables. Alors est-ce que tout cela a été dit à M. Macron ce matin? Ce matin, je puis vous dire que je l'ai dit personnellement à Emmanuel Macron dans la réunion qui s'est tenue à la salle du conseil d'administration de la chambre de l'aéroport Paul Caraïbe, lui dire qu'il faut absolument une meilleure coordination entre militaires, COD et gendarmes, qu'il y ait un meilleur acheminement, l'urgence étant d'agir et qu'il faille simplifier les autorisations administratives. Et vous l'avez entendu par vous-même, vous étiez à la conférence de presse, il l'a dit. Il l'a dit, nous allons simplifier les procédures. Il a nommé un délégué interministériel pour la reconstruction. Je gage qu'après la mobilisation des secours, rapidement avec la ministre des Outre-mer, Annie Girardin, après le rétablissement de l'ordre public avec les élus et les forces vives de Saint-Martin, que l'État se tient aux côtés de la collectivité de Saint-Martin, mais aussi des élus, collectivités régionales, départementales, parlementaires de la Guadeloupe, pour accompagner, gérer efficacement la solidarité qui est en train de se déployer pour Saint-Martin. Parce que le problème qui va se poser, on va en parler tout à l'heure avec Frances, c'est le problème de la reconstruction. Alors, bien sûr, il y a un délégué interministériel qui a été nommé, l'architecte des bâtiments de France est ici. La question qui va se poser, la reconstruction avec qui? Mais c'est ce que nous lui avons dit. Nous avons une expertise. Nous avons vécu Hugo. Avant Hugo, nous en avons vécu d'autres. Oui. Il faut s'appuyer sur les forces et les expertises de la Guadeloupe, de la Martinique. Oui. Il faut s'appuyer sur les entreprises que nous avons sur le territoire. Et je m'y engage à veiller à ce que cela se fasse au mieux. Et je l'ai dit ce matin, je m'y engage fortement parce que nous avons l'expertise d'Hugo, nous avons vu nos forces, mais aussi nos fragilités lorsque nous ne sommes pas véillatifs. Voilà, et il faut absolument que Saint-Martin ait une construction durable, avec les experts et les forces qui connaissent
du territoire et de l'archipel de la Guadeloupe ou de la Martinique. Ce qui s'est passé, ce terrible ouragan, est-ce que ça bouleverse un peu votre agenda en tant que député? Parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient à l'ordre du jour. Bon, la question le problème des contrats aidés, on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines. On a annoncé officiellement que le gouvernement français avait décidé de maintenir en Guadeloupe, en Martinique, la Réunion, ces contrats aidés. Est-ce qu'aujourd'hui, Justine Binet, vous pouvez le redire aux Guadeloupéens qui vous écoutent? Ce que je dois dire, c'est que Irma, me semble-t-il, 12 morts. Oui. Des vents jusqu'ici, des vents de plus de 380 km/h. C'est un phénomène de grande ampleur et je pense que l'urgence, la priorité, l'importance aujourd'hui, c'était effectivement de porter secours aux populations sinistrées de Saint-Martin. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres sujets, tels les contrats aidés. Mais je vous rappelle qu'au niveau des 4 députés de la Guadeloupe, Max Mathiazin, Olivier Servat, Hélène Vainqueur-Christophe, nous sommes montés au créneau depuis le mois de juillet pour interpeller le gouvernement, courrier à l'appui, interpeller la ministre, le Premier ministre, le Président de la République, sur le fait que nous avons besoin des contrats aidés en Guadeloupe pour justement avoir une meilleure rentrée scolaire. Et donc, réponse nous avait été donnée dès lors. Oui. Et bien que la gestion des contrats aidés, s'agissant de la Guadeloupe, avait été sanctuarisée. Alors c'est vrai que ça prend un peu de temps. Oui, parce que pour Pôle emploi, je n'ai pas l'impression que le message est vraiment arrivé. Je rappelle que Pôle emploi est un établissement privé qui effectue un service public et que Pôle emploi doit recevoir le décret d'application. Si Pôle emploi ne fait pas encore, c'est qu'il y a un couac. Sauf que le Premier ministre nous avait donné l'assurance qu'on avait sanctuarisé les contrats aidés s'agissant des collectivités d'outre-mer. Bon, alors ça, on va se tenir à ça. Alors, dernière chose, vous irez probablement de nouveau sur le terrain. Sur la question de la solidarité, on a vu un petit peu dans toutes les communes des mouvements de solidarité. Est-ce qu'il faut aujourd'hui une coordination? Je parle là en tant que parlementaire, mais aussi aux collectivités majeures de Guadeloupe, conseil général, conseil régional. Comment ça va s'organiser désormais? Est-ce qu'il y a vraiment... j'ai envie de dire un chapeautage de tout ça. Il y a un chapeautage. Nous avons effectué une réunion dimanche avec les collectivités majeures, les parlementaires, les forces vives. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a des actions de solidarité sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, avec des hangars mis à disposition par les 2 collectivités majeures. Et vous avez un point opérationnel avec le CORECA qui a l'habitude et qui a l'expérience. Rappelez-vous Dominique, rappelez-vous Haïti. Et le CORECA, et je salue en l'espèce Julien Mérillon, qui fait un travail remarquable pour mieux et pour coordonner l'ensemble de ces actions aux côtés des collectivités majeures, la région et le conseil départemental. Donc aujourd'hui, l'idée, comme l'a indiqué le président Chalus et la présidente Josette Borel-Lincertin, c'est qu'au niveau des communes et des associations qui œuvrent dans le cadre de ces actions de solidarité, qu'on puisse acheminer l'ensemble de ces vivres au niveau des hangars mis à disposition par ces 2 collectivités pour qu'ensuite, les camions de ces 2 collectivités puissent acheminer vers la barge, qui ira directement par voie maritime au niveau de Saint-Martin. Mais je rappelle que 2 barges sont déjà parties. Josette Borel-Lincertin a communiqué là-dessus, et aussi bien Harry Chalus et d'autres barges de partenaires privés, des forces économiques, je rappelle, qui eux aussi font un travail remarquable pour soutenir les populations sinistrées de Saint-Martin. C'est la dernière question, c'est une forme de boutade. Beaucoup de gens, vous avez dû voir ça sur les réseaux sociaux, disaient oui, le gouvernement ne fait rien, mais nos élus non plus ne font rien. Alors, vous êtes une élue, vous avez le sentiment que vous n'avez rien fait? Vous savez, lorsque vous vivez une crise d'une grande importance, de grande ampleur, et Irma, on ne pouvait pas prévoir Irma. Je rappelle que les militaires sont postés à Saint-Martin avant le passage d'Irma. Lorsque vous vivez cette crise de grande ampleur avec des morts, avec des populations sinistrées, avec des compatriotes, nos enfants qui sont sur le territoire d'à côté, il y a ici et là, beaucoup d'émotions, et on peut aussi dire beaucoup de choses. Mais l'urgence étant d'agir, on ne va pas rentrer dans la polémique. Ce que je sais, c'est que rapidement, nous avons mobilisé les secours. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un phénomène de flottement à un moment,
mais que le rétablissement de l'ordre public a été opéré aussi rapidement et qu'aujourd'hui nous sommes bien sur le temps de la reconstruction à court, moyen et long terme, et c'est l'objet de la visite du président de la République. Des leçons à tirer aussi. Leçons à tirer, bien évidemment. Oui, parce que c'est pas le dernier cyclone. Nous sommes bien dans une zone cyclonique. Oui. Nous sommes dans une zone cyclonique. Je pense qu'on va prendre exemple sur ce que nous avons vécu pour Hugo, mais sur le passage aussi d'Irma, eh bien pour en tirer les conséquences et se dire qu'il faille développer la culture du risque pour qu'on puisse mieux se préparer et qu'on puisse anticiper l'ensemble de ces événements-là, eh bien pour les années futures. Vous êtes bien placé pour le dire, puisque votre commune, le Moule, avait beaucoup souffert en 1989 lors du cyclone Hugo. En tout cas, on vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour venir expliquer ça aux Guadeloupéens qui sont ici, ceux qui nous regardent en Martinique, en France aussi, puisque je viens de recevoir un appel de la France à propos de cet ouvrage Éclat de temps, je rappelle. Et on va tout de suite donner la parole à Francette Rosamond. Bonjour Francette. Bonjour, bonjour à tous. Francette Rosamond, c'est la prêtresse de Amazon Caraïbes, on va le dire. C'est la directrice aussi du journal Inter-Entreprise qui vient de sortir son dernier numéro. Alors, Francette, vous êtes aussi en plein cyclone, j'imagine. Alors, décidément, 2017 aura été une année bouleversée. Après le cyclone social de la Guyane, voilà le cyclone sur les îles. Voilà. Le vrai cyclone, on va dire, des îles du Nord. Alors, quelle est votre analyse, Francette, de ce qui s'est passé, en sachant qu'en Martinique, il n'y a pratiquement rien eu? Non, en Martinique, nous avons à peine eu du vent et un peu de pluie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les îles du Nord. Mon analyse, je pense que je ne vais pas rajouter à tout ce qui a déjà été dit. Donc, on a vu la chose arriver, on n'y a pas cru parce qu'on se disait, bon, force 3, force 4, non, il ne va pas passer force 5, il redescend, etc. Et puis, en fait, je crois qu'on n'a pas... Nous avons un peu perdu. On a sous-estimé. Nous avons perdu cette culture du cyclone, de sa présence cyclonique pendant cette période de l'année. Ouais. Et là, c'est l'expression très criante. Et puis en plus, c'est vrai que Saint-Martin a bénéficié énormément de la défiscalisation. Oui. Pendant une période, il y a eu beaucoup de constructions. Et vous savez que la défiscalisation, si elle a été remise en cause, c'est entre autres parce qu'il y avait eu des abus et que forcément les constructions n'ont peut-être pas été avec suffisamment de ciment, de ferrage, etc., etc. Donc on paye la conséquence d'un peu de notre inconséquence. Oui. Maintenant, effectivement, il y a la population, on a entendu le président ce matin, c'est le plus grand pont aérien depuis la guerre. Vous êtes senti rassuré ? Écoutez, moi j'attends pas, je le dis chaque fois, je n'attends pas sur les autres pour qu'on me dise qu'il faut élaguer mes arbres, qu'il faut curer ma rivière et puis qu'il faut descendre, protéger ma maison en cas de période cyclonique. Et puis je ne construis pas n'importe où, j'ai acheté une maison, je ne l'ai pas achetée sur un terrain comme ça. Ni au bord de la mer, ni sur les 50 pas. Donc moi je crois que cette culture, j'ai toujours gardé au fond de ma tête, parce que j'ai vécu des cyclones très forts quand j'étais petite. On parle ici beaucoup de Hugo, mais pour moi c'est Edith. Oui. Donc en Martinique, et donc Edith a inscrit en moi cette fragilité inhérente, donc ce qui fait que il y a des choses que je ne fais pas parce que je sais que nous sommes dans cette zone géographiquement particulière, un couloir de cyclone, et que tous les ans que Dieu fait, et tous les ans dans 300 ans, nous serons dans cette situation géographique-là. Oui. Donc voilà, j'ai inscrit... Oui. C'est dans votre ADN, quoi, pratiquement. Dans mon ADN. Oui. Bon, maintenant, il faut reconstruire, puis surtout, et c'est ce que je me suis efforcée de faire depuis le passage de ces éléments, c'est de rappeler ce qui existe ici et l'expertise qu'on a. Ma chère amie Justine Bénet l'a rappelé, mais surtout, il y a une action que depuis j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion, ça s'appelle Caraïbes Big. Qu'est-ce que ça veut dire? Caraïbes risque maximum, risque big. C'est une action qui a été menée, terminée en 2004 par 19 délégations de la Caraïbe, anglophones, françaises et hispanophones. Ils ont travaillé, et ce sont des architectes, des constructeurs du BTP, des professionnels du BTP, etc. Ils ont travaillé et ils ont construit, ils ont vraiment créé un petit guide pour, d'une part,
définir des normes de construction dans notre zone particulière qui a toujours et qui sera toujours cyclonique, sismique avec des raz-de-marée. Ils ont défini des processus de labellisation des matériaux de construction qui sont à utiliser dans la zone. Ils ont défini des plans de prévention des risques, justement, par rapport à cette situation particulière où nous sommes. Ils ont même parlé des assurances, parce qu'on parle beaucoup que ouais, ça fait 1 milliard d'euros d'assurance. Il y a plein de gens qui ne sont pas assurés ici, parce que les assureurs ne veulent pas venir dans la zone, parce qu'il y a trop de cumul de risques. Oui. Donc, ils avaient défini tout ça. Et tout ce travail est terminé depuis 2004. Oui. C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'il reste à faire? Traduire ce guide en français, en anglais et en espagnol et le diffuser dans la zone. Donc, ce qui veut dire que depuis 2004, il y a des professionnels du BTP de toute la zone qui ont déjà des normes communes. Et pour bien comprendre de quoi je parle, en 2010, quand il y a eu le séisme à Haïti, eh bien, ce petit guide a été pris par le ministère du Logement d'Haïti et l'a repris texto dans les nouvelles normes pour pouvoir reconstruire Haïti. Oui. Donc, ce qui veut dire que ce travail existe. Il est d'actualité. Donc, on ne vient pas nous sortir des normes, excusez-moi, oui. des matériaux, des toute de France, là, on a dit tout à l'heure qui sera présent. C'est très bien, oui. On est content, mais en fait, ça ne correspond pas à notre réalité. Donc, à un moment, oui. Il faut arrêter le jacobinisme, il faut regarder, s'appuyer sur les forces locales qui ne sont pas manchottes, qui ont déjà fait preuve de leur perfection, de leur professionnalisme et de leur expertise, et qu'on avance. Et ce qui m'a, en plus, interpellée par rapport à cette situation, par exemple, dans les fonds Interreg, nous finançons depuis 2005 une opération PIRAC qui effectivement, on l'a retrouvée sur le théâtre des opérations. Mais PIRAC, qui y a la Dominique, Sainte-Lucie, je crois de Martinique, Guadeloupe, etc. Mais il y a plein de petites îles qui ne sont pas dedans. Ouais. Parce qu'on ne sait pas coopérer. Donc nous avons des fonds Interreg. Il faut que ça aille plus vite. Ouais. Quand on dit qu'on a 29 000 kits de positionnés, ça ne ressemble... C'est pas beaucoup pour une population de 35 millions d'habitants. Donc, on a des outils, maintenant, on les a expérimentés. Il faut passer à la phase industrielle. De même, qu'est-ce qu'on a vu ? Justine en parlait tout à l'heure, des bateaux de la zone Caraïbe qui n'arrivent pas à accoster alors qu'ils veulent porter assistance, comme nous avons porté assistance à un moment pour eux. Donc, à un moment, il faut que nous reprenions notre réalité. Je ne parle pas d'indépendance parce que ça n'a aucun sens. J'ai entendu ça sur les réseaux sociaux. Aucun sens. Il faut reprendre notre réalité par rapport à ce que nous sommes, c'est-à-dire des Iliens. Oui, mais si nous n'avons pas le pouvoir politique... C'est faux. PIRAC... Mais on a une députée qui s'est heurtée, comme toutes les collectivités cette semaine, la semaine dernière, à un mur administratif français. Non, vous pensez... Un mur que le cyclone n'a pas réussi à... Vous pensez vraiment que c'est... Nous ne savons pas converser avec nos voisins. Oui, non, mais je suis d'accord. Nous avons, en admettant qu'on serait... Oui. Non, mais je ne parle même pas de la question de l'indépendance. Je parle simplement de l'administration française, de sa bureaucratie. Le conseil régional, je le rappelle, a cherché à louer des barges et pendant 2 jours, ils ont été bloqués parce que le préfet de la Guadeloupe les a réquisitionnés pour ne rien faire. Comment juger ce genre de choses? Je vais vous donner un autre exemple. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions opérationnelles. La grande distribution de Martinique a souhaité tout de suite réagir et a rassemblé des vivres et pour envoyer un bateau. Pendant vendredi, toute la matinée dernière, oui. Ils n'arrivaient pas à savoir qui fallait appeler à ce comité de coordination. Oui. Ça démontre, parce qu'il faut arrêter un moment de dire, ça démontre qu'il faut que nous ayons désormais des comités qui s'installent de manière interrégionale, voire caribéenne, et qui prennent des actions, ils font des essais tous les 6 mois, oui, et encore plus à l'approche. Non mais attendez, soit on dit que c'est souhaitable, et dans 1 an, il y aura encore un autre cyclone, parce qu'il faut savoir... simplement objectif. Il faut regarder la situation à Saint-Martin, partie hollandaise. Au lendemain du cyclone, tout de suite, il y avait un bateau dans la rade bateau hôpital. Oui. Il y avait tout de suite des policiers qui cadraient la ville. Ils ont bloqué la frontière
sans même demander à la France. D'ailleurs, ils n'ont pas demandé l'autorisation au préfet de bloquer la frontière. Et ils ont mis en place un système. Je ne dis pas que ça a été parfait, mais ça a été longtemps plus efficient et plus efficace que ce qui s'est passé dans la partie française. Oui, mais parce que, et regardez, c'est une même île et qui n'arrivent pas à coopérer entre eux. Ouais. Et parce qu'on a mis des barrières de droit. C'est la millefeuille française. Non, mais parce qu'on a mis des barrières de droit. Justine l'a dit, le président français l'a dit ce matin, on va réduire les procédures administratives. Chaque fois qu'il y a eu un cyclone, je me souviens quand Mitterrand est venu ici, il y a peut-être 20 ou 30 ans, je ne me souviens plus, il a dit pareil, nous allons réduire les procédures administratives, faire un guichet unique de façon à faciliter les choses parce que l'administration française, elle est lourde. Non, et puis quand même, il y a une cerise sur le gâteau, c'est qu'aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, on a changé de préfet. Oui, comme par hasard, à la veille d'un cyclone. J'espère qu'ils vont en tenir compte désormais, savoir qu'on change pas un préfet à la veille d'un cyclone, dans la période cyclonique en hivernage. Fait partir en Noël ou pour Joudlan ou après, mais pas en période cyclonique, mais ça ne se fait pas. Un préfet qui arrive là, qui ne sait rien, il vient avec une nouvelle équipe en plus. Oui, nouvelle équipe. Et les types, ils ne maîtrisaient rien du tout. Donc, c'est dire... En tout cas, nous avons des éléments à travailler et à travailler de manière opérationnelle et je suis persuadée que nos nouveaux députés trouveront de vrais sujets. On espère qu'ils vont avoir pour les faire... parce que tout ça aura un coût et donc le budget de l'État, soi-disant, nous dit tellement qu'il n'y a pas d'argent. Si on veut un tant soit peu que les choses ne se reproduisent pas à l'infini, parce que la force 5, au regard de la dégradation climatique... C'est un météorologue qui nous a dit, c'est pratiquement forte 6. Au regard sera désormais la norme. Donc au regard de la dégradation cyclonique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'on a des cartes. Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Ça, c'est clair qu'il y a des choses pour les maisons coup de main sur... Parce que j'ai eu hier ici un architecte guadeloupéen qui nous a dit si ce cyclone était passé sur la Guadeloupe, on aurait exactement les mêmes résultats. Malgré qu'on reconstruit en Guadeloupe après 1989, après Hugo, de façon beaucoup plus durable, mais 350 km/h ou 380, il n'est pas molle. Et ça... et qu'on sait l'état de certaines maisons en Guadeloupe aujourd'hui, il faut le dire, ça a été difficile pour Saint-Martin, mais ça l'a été aussi pour la Guadeloupe. Pourtant, quand même, le cyclone a moins frappé Saint-Barthélemy, puisque Saint-Barthélemy est pratiquement, je ne vais pas dire opérationnel à 100%, mais enfin, ils se sont remis debout très vite et il n'y a pas de mort là-bas. Donc, il y a la prévention, il y a la gestion pendant et la gestion après. Ça montre bien, exactement, ça montre bien qu'il y a des techniques qui sont développées, parce que ce n'est pas que la zone Caraïbe qui est touchée par des cyclones. Et il y en a d'autres qui le nombre de morts, etc., on ne connaît plus ça, parce qu'il y a une prévention nettement plus opérationnelle. Tout à fait. En tout cas, je remercie tous les deux. Je ne sais pas si Français, vous avez terminé. Deux petits mots quand même sur l'interentreprise. Sur le dernier interentreprise qui est en kiosque depuis... Mais Carton était bloqué par donc nous aussi, nous avons eu des effets collatéraux. Alors, la guerre des contingents, deux petits mots là-dessus quand même. Oui, les Romiers, après avoir longtemps discuté avec l'Union européenne, a augmenté le volume d'hectolitres d'alcool pur possible d'être vendu sur le marché français. Parce que là-bas, la consommation de rhum agricole explose. Or, jusqu'à présent, ces bonus, en fait, ce surplus d'activité est pris par les producteurs étrangers, extérieurs. Donc, l'Europe a enfin donné une autorisation d'avoir un peu plus, mais maintenant, il faut répartir. Et la répartition est un peu compliquée entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Qui va gagner Surtout que la Guadeloupe avait moins de quotas que la Martinique. Oui, et justement, on explique que ce sont des décisions stratégiques qui relèvent de 30 ans. La Guadeloupe avait fait le choix du sucre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont plus de production sucrière, alors que la Martinique, plus petite, avait fait le choix du rhum agricole. La Réunion également avait fait le choix du sucre. Donc, maintenant que les quotas sucriers sont en train de s'effondrer et que le rhum agricole performe, donc tout le monde veut le maximum. Donc maintenant, il faut s'entendre. Et la Guadeloupe produit un bon rhum agricole. Oui, non, mais tout le monde produit un bon rhum. Mais seulement, ce qu'on ne dit pas, Français, c'est que la production rhumière martiniquaise, elle est connue.
mais souvent on achète beaucoup de quotas de... Voilà, dans le dossier, nous mais de la Guadeloupe pour faire du mélange, même par la martiniquaise. C'est vrai qu'il faut lire ce dossier parce que nous donnons beaucoup d'explications sous feuille, enfin des choses qui étaient sous feuille que nous écrivons, parce qu'à un moment, il faut dire les choses comme elles sont et non plus se cacher un peu de petits doigts. Il y a des choses qui se passent qui sont inavouables. Mais ce qui est important, et j'espère qu'après cela, les romiers de la Martinique et de la Guadeloupe vont s'entendre, surtout que les romiers de la Guadeloupe n'ont pas suffisamment de quotas. Et les romiers de la Martinique, des fois, n'arrivent pas à écouler leurs quotas. Parce qu'ils manquent de matière. Parce qu'ils manquent de matière. Absolument. Donc, j'avais eu à rencontrer Hervé Damoiseux qui nous avait porté explication là-dessus. Et c'est un combat des romiers de la Guadeloupe depuis fort longtemps. Même si l'on sait qu'il y a un mélange. En fait, il y a un opérateur qui est mastodonte dans tout ça, c'est la Martiniquaise. Nous savons. Et qui est en fait le groupe... Non, ce n'est pas la Martinique, c'est la Martiniquaise. Qui est un groupe réunionnais et qui a des quotas partout. Ils ont le plus gros quota, 60% je crois sur la Réunion, ou même plus, 70%. Ils ont les plus gros quotas de la Martinique, parce qu'ils ont Saint-James, il y a même un romier de la Guadeloupe qui fait partie de la Martiniquaise. Et ils ont le contingent de Marie-Galante. Donc du coup, c'est quand même un très gros acteur qui est là en estocade et qui risque... Mais ils ont l'habitude de s'entendre, à ce que m'avait dit... et puis surtout, ils ont intérêt de s'entendre. Parce que sinon, c'est les douanes qui vont fixer le quota. Et ça, je ne pense pas qu'ils vont aimer. Voilà. Mesdames, je vous remercie de vos interventions. Il est 13h42. Je rappelle donc la sortie du dernier numéro de l'Interentreprise avec cette question sur les quotas, les contingents de... Mais il y a plein d'autres sujets, mais on aura l'occasion de... Celui-là, il risque d'être d'actualité pendant quelques temps. Et puis pour les gens qui n'ont pas vu le début de l'émission, si vous voulez savoir un peu plus sur les cyclones, vraiment, cette Bible, éclat de temps sur la direction de Jean-Claude Dudemac-Setna, c'est vraiment l'ouvrage qu'il faut avoir. Il va même coûter 50 €. Il a été financé par la région à l'époque Lurel, et il est sorti aux éditions PLB l'année dernière. J'avais reçu ici les deux responsables, les deux auteurs de cet ouvrage. Mais vraiment, c'est un ouvrage très, très complet, scientifique, très clair, bien écrit. Si vous avez un cadeau à offrir à quelqu'un, vous pouvez lui offrir cet ouvrage. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Demain, on va revenir sur Carifesta. Enfin, c'est une émission qui était prévue déjà il y a une semaine, mais avec les bouleversements de la météo, cyclone et compagnie, nous ne l'avions pas fait. Nous allons recevoir donc tous ces gens qui étaient avec nous en délégation à Carifesta. C'était à la fin du mois d'août. Ça s'est très bien passé à Barbade. Enfin, il y a eu quelques petits soucis, mais enfin, on va en parler, puisqu'il y avait aussi un cyclone Harvey qui avait frappé la Barbade. Donc, rendez-vous avec Georges Bridan demain en direct ici, avec Nathalie Isaac et aussi avec le Coreca, puisque le Coreca était à Barbade. Voilà, c'est fini pour le ZCL de ce jour. On se retrouve demain à partir de 12h30 en espérant que nos invités seront à l'heure. Voilà, nous finissons.